Ma belle-mère m'a demandé de payer le mariage luxueux de ma demi-sœur. Quand j'ai refusé, elles ont essayé de me salir publiquement, mais ce qui s'est passé ensuite les a laissées sans voix. Je m'appelle Lucie, j'ai 28 ans. Amélie, ma demi-sœur, va se marier et apparemment, elle croyait que j'allais payer la salle de réception de son mariage, pas juste donner un coup de main ou aider si besoin, mais régler la totalité de la facture. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, j'ai aidé Pauline, notre autre sœur, pour les frais de son mariage. Et Amélie considère que c'est normal qu'elle ait droit au même traitement. Mais pas n'importe quelle salle, elle voulait la salle la plus chère et la plus en vue de la région, le genre d'endroit qui ruine un portefeuille. Un matin, elle m'a envoyé un texto, sans prévenir, sans introduction. C'était du style « J'ai trouvé l'endroit parfait pour le mariage. Et comme tu as payé la réception de Pauline, je pensais que tu prendrais celle-ci aussi. » Comme si c'était la suite logique que je sorte une montagne d'argent. Honnêtement, j'ai cru à une blague au début, un test pour voir si j'allais rire ou accepter. Mais elle était très sérieuse. Je suis resté bouche bée devant ce message. Est-ce que c'est réel? Ce n'était même pas une demande, c'était quasiment un ordre. Pour clarifier, je ne suis pas Crésus. J'ai aidé Pauline parce qu'elle était en galère et que toute la famille avait mis la main à la pâte pour que sa journée soit belle. Je n'ai absolument pas les moyens de sortir des milliers d'euros pour la salle d'Amélie sans mettre en péril mes finances. En plus, la manière dont elle a demandé était d'une arrogance. On sentait bien le « tu me dois bien ça ». Alors j'ai répondu « Désolé, mais je ne peux pas payer ça ». J'ai essayé d'être gentil et pas pour lancer un conflit ou donner l'impression que je m'en fichais, mais pour être clair, je ne peux pas être son distributeur automatique. Ça n'a pas manqué, elle m'a bombardé de messages furieux de plus en plus agressifs. Des trucs du genre « Bravo la famille » ou « Je vois que le bonheur de Pauline t'importe plus que le mien ». Elle a même lâché que j'étais sûrement jalouse parce qu'elle se mariait. Et le pire, c'est qu'elle a embarqué ma belle-mère, Madame Lefebvre. Celle-ci m'a appelé peu après, jouant à la victime, me disant que c'était mon devoir d'aider, que j'étais la seule à avoir un CDI, que c'était à moi, de prendre le relais. J'entendais Amélie souffler derrière sûrement, en train de lui souffler les répliques. Elle parlait comme si j'étais milliardaire, une gagnante du loto, qui refuse de partager. J'ai essayé d'expliquer que j'avais aidé Pauline parce qu'elle était en galère, mais que ça ne voulait pas dire que chaque mariage serait à ma charge. Rien à faire, elles avaient décidé que j'étais la méchante. À un moment, Madame Lefebvre m'a même lancé « Si tu n'aides pas ta sœur maintenant, n'attends pas qu'elle t'aide le jour où tu en auras besoin. » Non, mais soyons honnêtes, quand m'ont-elles déjà aidé? Je suis autonome depuis que je travaille. Après ça, j'ai laissé tomber, espérant qu'elles se calmeraient en voyant leur absurdité. Mais non. Le soir même, je reçois une notification dans le groupe famille sur WhatsApp. Je pense à une blague ou à une photo marrante, mais non un message fleuve d'Amélie qui explique à tout le monde à quel point je suis égoïste, prétendant que j'avais promis de l'aider comme pour Pauline, me faisant passer pour un monstre insensible qui sabote son mariage. Bien sûr, les autres s'en mêlent. Pourquoi tu refuses d'aider? Ou il se passe quoi vraiment? J'avais l'impression d'être jugé dans un tribunal familial juste parce que j'ai dit non. Certains cousins m'ont écrit en privé, cherchant à comprendre. J'ai expliqué que je n'étais pas un monstre, juste incapable de payer une salle de luxe. Le plus drôle, c'est que quelques cousins m'ont soutenu, surtout ceux qui avaient eux-mêmes organisé leur mariage. Ils savaient ce que c'est de faire un budget et trouvaient Amélie complètement à côté de la plaque. L'un m'a même écrit « Si elle ne peut pas se le permettre, qu'elle choisisse une salle moins chère, c'est tout. » Maman, non, mais hein? Mais Amélie a ignoré ses conseils et continué à me faire passer pour celle qui gâchait son mariage. Le lendemain, Madame Lefebvre me rappelle gonflée à bloc. Elle me fait la morale sur le devoir familial, l'exemple à donner le respect des engagements. Je l'arrête. Je n'ai jamais promis quoi que ce soit. Non. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle le lâche, on espérait que tu serais l'exemple. L'exemple de quoi me ruiner pour un caprice? Non merci. Je lui ai dit clairement, je ne paierai pas. Point final. J'ai raccroché. Elles ont continué à rameuter la famille, essayant de me faire passer pour la méchante qui sabotait le mariage de sa sœur.
Elles sont même allées jusqu'à essayer d'impliquer papa Monsieur Lefebvre, mais lui, au moins, a répondu « C'est son argent, elle fait ce qu'elle veut. » Enfin, quelqu'un de sensé. J'ai fini par bloquer les deux, marre de la culpabilisation et des attaques. Elles agissaient comme si le mariage n'avait plus lieu juste parce que je refusais de payer une salle hors de prix. Tout ce que je voulais, c'était la paix et vivre ma vie sans être l'ATM d'Amélie. Si elle tenait tant à son grand jour qu'elle adapte son rêve à son budget? 2 mois après cette histoire, Mathieu, mon copain, m'a demandé en mariage. J'étais sur un nuage. On vivait déjà ensemble, mais là c'était officiel et j'avais hâte de partager cette bonne nouvelle. Je croyais naïvement que ça ne poserait pas de problème. Je l'annonce à la famille, je poste quelques photos la routine. Et rapidement, mon téléphone explose. Amélie m'appelle. Je me dis, elle va me féliciter. Quelle naïveté! À peine ai-je décroché qu'elle hurle, elle m'accuse de lui voler la vedette, de lui gâcher son bonheur, de lui faire du mal exprès. Je n'ai même pas eu le temps de dire bonjour. Elle me traite d'égoïste, dit que je ruine sa vie en me fiançant avant elle. Elle va jusqu'à dire « Tu fais ça parce que mon mariage n'a pas eu lieu encore. » Depuis quand doit-on mettre sa vie en pause parce que sa sœur prépare un mariage? J'essaie de rester calme. Je suis désolé que tu le prennes comme ça, mais ma vie ne tourne pas autour de toi. Mais elle continue, m'accuse depuis toujours d'essayer de la surpasser, dit que j'ai un besoin maladif de ruiner son bonheur. Elle s'en prend même à Mathieu. Je parie qu'il t'a demandé en mariage juste parce que tu l'as poussé pour me doubler. Je ne réponds même pas, c'est absurde. Je lui dis, j'arrête la discussion et je raccroche. Quelques heures après, je reçois un mail de Madame Lefebvre, sujet inadmissible. C'était un roman de reproches que j'aurais dû attendre après le mariage d'Amélie, que je lui vole son moment, que c'est égoïste de ma part d'annoncer ça maintenant, et cerise sur le gâteau, ce n'est pas trop tard pour annuler ton annonce de fiançailles. J'ai relu la phrase 3 fois abasourdi. Annuler mes fiançailles pour lui faire plaisir. Je n'en croyais pas mes yeux. Je n'ai pas répondu. Je savais que ça tournerait au pugilat. Mais non, elles n'en avaient pas fini. Le lendemain, Amélie balance un long post Facebook expliquant qu'elle a toujours souffert de gens qui essaient de lui voler la vedette, que certaines personnes essaient de gâcher sa joie. Elle ne me nomme pas, mais tout le monde comprend. Des amis à elle commentent « Tu mérites mieux ». Il y en a qui ne savent pas se réjouir pour les autres. Et bien sûr, Madame Lefebvre like et commente en soutien. Des amis à moi m'envoient des captures d'écran. J'ai honte pour elle, c'est tellement pathétique. Une cousine qui m'a toujours soutenu a même commenté « Il serait temps de tourner la page et de laisser les gens vivre. » J'ai bien ri, mais Amélie a répondu « Tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas une mariée. » Le drame continue. Amélie me renvoie des textos, me reprochant d'ignorer ses sentiments, disant que la moindre des choses serait de me mettre en retrait sur les réseaux, de dire qu'on prend notre temps, histoire qu'elle aide enfin son moment. Là, j'ai halluciné. J'ai répondu « Non, je ne ferai rien de tout ça. J'ai le droit d'être heureuse sans que tout tourne autour de toi. » Elle a relancé encore, disant que si j'aimais la famille, je ferais passer son bonheur avant le mien. Là, c'en était trop. J'ai dit « Je ne vais pas mettre ma vie en pause parce que ça t'arrange. Si tu continues ce cinéma, je ne répondrai plus. » Et je l'ai bloqué. Je croyais avoir la paix. Mais non, Madame Lefebvre s'y est mise, me disant que j'étais froide, que j'abandonnais ma sœur dans un moment clé, que je lui tournais le dos. Culpabilisation niveau expert. Je l'ai laissé en vue, puis bloqué aussi. Un temps, ça s'est calmé. Quelques cousins qui avaient vu le post Facebook m'ont demandé si ça allait. J'ai minimisé. C'est juste du drama, ne vous en faites pas. Mais au fond, j'étais dégoûté. J'aurais dû vivre l'un des plus beaux moments de ma vie, mais je me retrouvais dans un feuilleton familial à cause de leur incapacité à accepter mon bonheur. Je me suis recentré sur ceux qui étaient vraiment heureux pour moi. J'ai décidé de laisser tomber les autres. Je n'allais pas laisser Amélie ou Madame Lefebvre me voler ce bonheur. Mais bloquer ne les a pas arrêtés, ça a même empiré les choses. D'un coup,
J'ai reçu des messages d'autres membres de la famille. Que se passe-t-il? Je n'avais rien dit à personne, mais Amélie et Madame Lefebvre avaient lancé une campagne de dénigrement. Ma tante, très proche de Madame Lefebvre, m'envoie direct. « Je n'arrive pas à croire que tu traites ta sœur comme ça. Elle a besoin de toi, tu manques de cœur. » Elle ajoute « Je ne m'attendais pas à ça de toi. » J'essaie d'expliquer, mais elle n'écoute pas. Elle a choisi son camp. Après ça, c'est l'avalanche, cousins, oncles, amis de la famille. Pourquoi tu es si dur avec ta sœur? Pourquoi tu ne peux pas attendre après son mariage? Tout le monde avait sa version où je passais pour la méchante, qui vole la vedette et abandonne sa sœur dans l'épreuve. C'est là que j'ai compris à quel point Amélie avait tordu la réalité. Elle racontait que j'avais promis d'attendre pour annoncer mes fiançailles et que j'avais brisé un soi-disant pacte, que je voulais saboter son bonheur. C'était n'importe quoi, mais ça prenait. Une cousine d'habitude posée m'a appelé pour en parler. Elle me demande « C'est quoi cette histoire de promesse? » J'ai dû respirer un grand coup. Il n'y a jamais eu de promesse. Je n'ai rien accepté et c'est grave de mentir comme ça. Elle a compris mais a dit « Tu sais comment t'es Amélie, tu aurais peut-être pu attendre quelques mois. » Et là je comprends, tout le monde pense que c'est à moi de marcher sur des œufs pour ne pas la froisser, peu importe à quel point elle déborde. Je me suis senti assiéger chaque message un nouveau jugement. Même des gens que je connais à peine avaient leur avis. J'étais l'héroïne d'un soap familial auquel je n'avais rien demandé. Ma grand-mère, mamie Odette, m'a appelé inquiète. Je vais la voir pensant pouvoir tout expliquer. Mais elle a aussi l'air déçue, me dit « Pourquoi tu n'as pas attendu Amélie est très blessée? Elle dit que tu avais promis. » J'explique calmement. « Mamie, je n'ai jamais rien promis. Je ne savais pas que ça allait déclencher tout ça. » Elle hoche la tête, mais reste partagée. Tu sais comme elle est émotive, elle a peut-être cru que tu attendrais. Mais au fond, j'étais juste épuisé qu'on trouve toujours des excuses à Amélie et que moi, je doive tout encaisser. Plus ça allait, plus Amélie trouvait de nouveaux moyens de me nuire. Elle disait à tout le monde que je l'évitais parce que je ne supportais pas son bonheur. Elle me faisait passer pour la sœur jalouse, mesquine, incapable de se réjouir. Et le pire, c'est que beaucoup la croyaient. Même des proches de toujours doutaient de moi. À un moment, Mathieu m'a proposé de dire la vérité sur les réseaux, mais je n'ai pas voulu. Je savais qu'Amélie retournerait ça contre moi. J'ai juste décidé de me concentrer sur ma vie, d'expliquer la vérité à ceux qui voulaient entendre et d'ignorer le reste. Petit à petit, ça s'est calmé. Quelques piques discrètes à droite à gauche, mais les gens voyaient bien que tout ça devenait ridicule. Amélie a fini par arrêter sa campagne, ou alors elle n'avait plus de public. J'ai arrêté de me laisser atteindre. Cette histoire m'a ouvert les yeux, on ne peut pas raisonner avec quelqu'un qui ne veut que le drame. J'ai arrêté de vouloir plaire à tout le monde. J'avais des fiançailles à célébrer, une vie à construire, et des amis de la famille qui savaient la vérité. Ceux qui préféraient croire à ces histoires, tant pis. J'ai tourné la page. Un soir, alors qu'on préparait le mariage avec Mathieu, mon téléphone se met à vibrer. C'est Amélie qui s'énerve parce qu'elle a entendu dire qu'on réfléchit à une date. Je n'avais rien posté, rien dit à personne. Mais elle explose. « Comment tu oses fixer une date avant que je me sois marié? Tu veux tout me voler, c'était mon année. » Elle me coupe sans arrêt, m'accuse de vouloir tout lui prendre, de ne pas supporter de la voir heureuse. Puis elle accuse Mathieu d'être complice, dit que je ne l'aime même pas, que je veux juste être le centre du monde. J'en ai assez, je tends le téléphone à Mathieu, qui lui dit calmement « Notre histoire ne regarde que nous, on est heureux, point. » Elle hurle encore, il finit par raccrocher. Après, elle me laisse une série de messages vocaux d'abord furieuse, puis en pleurs, m'accusant de tout détruire. C'était triste, mais ridicule. Je savais qu'aucune explication ne servirait. Elle a même appelé papa Monsieur Lefebvre pour qu'il me raisonne. Il m'a appelé pas fâché, juste fatigué. « Ta sœur est très vexée, elle croit que tu fais tout pour lui nuire. » J'ai expliqué, il a compris, mais il n'avait plus la force de prendre parti. Je lui ai dit que je n'attendais pas qu'il choisisse un camp, mais que je ne m'excuserais pas d'avancer dans ma vie. Mais Amélie continuait inventant des mensonges encore plus gros, prétendant que j'avais volé sa date, sa salle, alors qu'elle n'en avait même pas réservé. J'ai dû répondre à des cousins
Non, je n'ai pas réservé la salle, je n'ai rien fixé. Ça devenait un broyeur à rumeurs. J'ai fini par bloquer tout le monde qui participait à son délire et j'ai prévenu les amis ce qui se passait. Finalement, j'ai compris que ces crises n'avaient rien à voir avec moi ou mes fiançailles, c'était son incapacité à accepter que je vive ma vie sans attendre son feu vert. Je n'allais plus me justifier. Après ça, j'ai coupé tous les ponts. Amélie ne pouvant plus me joindre, elle s'est rabattue sur Facebook, postant des citations passives agressives comme « Le sang ne fait pas la famille, la loyauté oui » ou « Certains sont prêts à tout gâcher juste pour exister ». Des amis m'envoyaient des captures, la famille s'inquiétait. Je ne répondais plus, je me disais ceux qui veulent vraiment savoir connaissent la vérité. Petit à petit, les gens se sont lassés. Les réunions de famille redeviennent agréables, sans tension, sans prise de tête. Amélie s'est isolée, ne voit plus que Madame Lefebvre continue ses citations sur Facebook, mais plus personne ne réagit. Même elle a fini par manquer de public. Avec le recul, cette histoire m'a beaucoup appris sur les limites à poser. J'ai longtemps cru que c'était mon rôle de ménager tout le monde, mais c'est impossible avec des gens qui ne pensent qu'à eux. Amélie ne serait jamais satisfaite, peu importe ce que je faisais, et l'accepter m'a libéré. Maintenant, je me concentre sur les belles choses. J'ai un mariage à organiser, un compagnon qui me soutient, des amis et une famille qui veulent mon bonheur. Ceux qui ne supportent pas de me voir heureuse, tant pis. C'est triste d'en arriver là, mais aujourd'hui, ma vie est sans drame, entourée de gens qui m'élèvent au lieu de me tirer vers le bas. Franchement, ça fait du bien. Plus de va-et-vient, plus de rumeurs, ni de manipulation, juste la paix. Je n'avais pas réalisé à quel point la négativité d'Amélie me pesait jusqu'à ce que je coupe le lien. Maintenant, je peux avancer, construire ma vie avec Mathieu, créer des souvenirs heureux et garder près de moi ceux qui me soutiennent vraiment. Si un jour Amélie veut parler, j'écouterai, mais je n'attendrai pas et je ne sacrifierai plus mon bonheur pour elle. Cette histoire m'a appris que je mérite d'être heureuse et je ne laisserai plus personne m'en priver.